14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, c'est deux psychiatres, Odile Darbon et Frédéric Fanger, qui vous proposent de vous affirmer face aux manipulateurs. C'est aux éditions Odile Jacob. Je crois qu'on a déjà donné beaucoup de clés, mais on va en donner d'autres, bien sûr, grâce à Lina qui est avec nous. Bonjour Lina. Bonjour à tous les trois. Merci d'être avec nous. Du coup, j'interviens plus pour un peu faire part de mon vécu avec un manipulateur. Personnellement, c'était du coup en couple aussi. J'ai un enfant avec cette personne. Et du coup, c'est de ce que j'ai pu me rendre compte, parce que je suis restée 11 ans avec cette personne. J'ai mis très longtemps avant de me rendre compte que cette personne était manipulatrice. Et du coup, il avait tendance à souvent prêcher le faux pour savoir le vrai, à me faire culpabiliser, surtout sur ma façon d'être, sur ma façon de m'habiller, ma vie sociale, les gens que je fréquentais, le fait que je sois quelqu'un de très sociable, sur mon emploi aussi. Chaque emploi que j'ai pu avoir, il n'y avait jamais quelque chose qui allait. Donc à chaque fois, je changeais d'emploi et puis c'était toujours, c'était mieux, mais encore pas aussi bien que ce qu'il souhaitait. Il me faisait aussi, il me faisait aussi culpabiliser sur sa santé, par exemple sur le fait qu'il avait fait des malaises et que c'était à cause de moi parce que j'avais fait à manger et que c'était pas assez conséquent. C'était plein de choses comme ça. La culpabilisation, c'est vraiment le ressort premier de la manipulation, visiblement. En tout cas, chez vous, c'est flagrant. Oui, et puis tendance à m'embrouiller le cerveau. Alors après, il y a sûrement d'autres personnes qui en ont parlé, mais cette personne elle raconte une histoire. Alors ça peut être soit enjoliver une histoire, soit la créer. Donc il y a un côté un peu mythomane, mégalomane. Et du coup, qui fait qu'il veut des fois vous embarquer dans ces histoires auprès, par exemple, d'un public, donc d'amis. Et du coup, il vous manipule en vous disant t'es d'accord avec moi, hein, toi aussi tu l'as vu et tout, et là on se rend compte que on l'a pas vécu, que c'est pas vrai. Et donc moi ça m'est arrivé plusieurs fois. À chaque fois je disais non. Je restais droite dans mes bottes, et du coup je me retrouvais ensuite en intimité à avoir des réflexions en ce sens. Il y avait aussi des accusations. Il m'accusait de choses que je ne faisais pas. Et du coup, après l'avoir quitté, j'ai commencé une thérapie avec une psychologue qui m'accompagne du coup d'ailleurs toujours. Et ça m'a permis de me rendre compte, de prendre du large et de me rendre compte en fait de toutes les manipulations que j'avais pu subir. Et de me rendre compte aussi que ces gens-là ont un ego surdimensionné souvent, et dû au fait de... Ce que j'ai remarqué aussi encore comme corrélation, c'est qu'entre la victime, entre guillemets, et le bourreau, il y a une certaine... le seul lien, en général, le bourreau, donc le manipulateur, est l'opposé de sa victime, parce que, de ce que j'ai pu comprendre dans ce fonctionnement-là, la victime, c'est plutôt une personne empathique, donc qui est du coup sensible à la culpabilité qu'on peut lui faire subir. C'est souvent une personne sociable que le manipulateur va faire en sorte d'enfermer. Et c'est souvent une personne réfléchie et le manipulateur va souvent la faire douter d'elle-même. Donc voilà. Et le seul point commun, et il me semble que vous l'avez évoqué parce que j'ai pris l'émission en cours de route, c'est vous aviez parlé d'estime de soi, et moi ce que je vois en soi, c'est ce manque de confiance en soi que le manipulateur peut avoir, et la victime également. Et c'est le point de corrélation vraiment que je vois entre les deux. C'est très bien décrit. Bravo. Oui, moi j'aime bien l'image vous savez, de la balançoire qu'il y a dans les parcs pour enfants, où il y a un enfant de chaque côté, il y en a un qui remonte, l'autre qui redescend, l'autre un qui remonte, un qui redescend. Et on voit souvent dans ces relations d'emprise où le manipulateur, au fond, a besoin de faire descendre l'autre de toute façon, et dès que l'autre essaye de remonter, il va tout faire pour le faire redescendre. Ça vous parle, ça, Lina? Ah, mais totalement, parce que j'avais pris la décision de me mettre à mon compte, et lui était quelque chose qu'il souhaitait faire également, et il a, à chaque fois il ressassait la chose que il avait fait en sorte de garder son emploi pour que je puisse me mettre à mon compte, alors qu'en fait ça a jamais été un souci. On l'avait pas évoqué comme ça,
mais du coup, il me faisait culpabiliser le fait que lui, il avait mis de côté son projet personnel, enfin, et professionnel, du coup, pour moi, alors qu'en fait, ce n'était pas du tout le cas. On n'avait pas parlé de ça de cette façon-là. Je voulais même l'accompagner pour l'aider à franchir le cap de créer sa propre entreprise, mais il trouvait toujours des excuses pour ne pas le faire et puis me descendre en même temps. Donc c'était assez hallucinant et on est même devenu violent parce que du coup pour toutes les personnes qui peuvent écouter actuellement, c'est là où je veux faire aussi passer un message vu que je suis suivie aussi par une psy, c'est que c'est très difficile de quitter un manipulateur et là pour le coup j'aurais certains conseils à partager par rapport à mon propre vécu, c'est-à-dire que cette personne, je me suis rendu compte pendant à peu près la grossesse donc de l'enfant que j'ai eu avec cette personne, que finalement c'était peut-être pas du tout, qu'il correspondait pas du tout à la personne avec qui j'envisageais faire ma vie, parce que je remarquais qu'on n'avait pas du tout les mêmes. Enfin, c'est pas qu'on n'avait pas les mêmes envies, mais pas du tout les mêmes réactions. Moi, j'avais l'impression d'être plutôt quelqu'un de bienveillante, etc. Et lui était souvent en train de critiquer les gens. Il était malveillant. Il voulait toujours avoir plus que tout le monde, etc. Et puis même pendant ma grossesse, il a été horrible. Il a été horrible avec moi. Il roulait à fond. Il m'a dit que j'aurais qu'à accoucher toute seule. Enfin, c'était vraiment très très dur. Alors ça, c'est très important ce que vous dites, Lina, parce qu'on a remarqué qu'un homme, quand sa femme est enceinte ou quand elle devient mère, quelque part, elle prend de la puissance. Enfin, en tout cas pour ces hommes-là, hein, je dis pas pour tous les hommes évidemment, et ça peut d'autant plus les fragiliser et ils peuvent devenir de plus en plus odieux. Ça, c'est quelque chose qu'on a souvent constaté, qui c'est pas toujours comme ça, hein, mais avec des personnes manipulatrices, c'est souvent. Et peut-être que quand vous étiez enceinte, oui, ça l'a renvoyé à une image de femme plus forte, plus puissante, sans doute. En effet, il y a sans doute ça. Après, ça me fait penser aussi vraiment à l'ego. C'est dans le sens aussi où une femme en devenant mère, son monde, ce n'est plus son conjoint. C'est son enfant qui devient aussi la priorité. Et moi, personnellement, c'est ça aussi qui a joué. C'est que je me suis dit, je ne veux pas que mon enfant évolue dans ce système-là où je subis la culpabilité. Mon enfant va le subir aussi. Et je me sentais vraiment pas bien. Et à partir du moment où j'ai pris la décision de quitter cette personne, et c'est là où c'est très important, je pense pour les auditeurs, c'est que un manipulateur va généralement, souvent, faire en sorte de vous garder le plus possible. Et moi, personnellement, j'ai subi du coup du chantage affectif, des menaces de suicide, qui fait que entre le moment où j'avais pris ma décision et le moment où vraiment, réellement, je l'ai quitté, il s'est passé 6 mois. Ce qui est pas énorme d'ailleurs. On va demander à Frédéric et Odile de réagir à votre témoignage. Lina, restez avec nous, on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite. Sur 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Frédéric Fanger et de Odile Darbon, nous parlons de la manipulation et on vient d'entendre le témoignage de Lina. Alors, ce qui est déjà bien, je trouve, c'est que Lina est assez objective. Hein. On sent qu'elle a réussi à comprendre et à se séparer de son partenaire. Qu'est-ce que vous avez envie d'en dire tous les deux? Alors moi, j'ai l'impression que, comme on l'éprouve, quand on écoute Lina, on la sent intelligente, capable de très bien s'exprimer, de très bien comprendre les choses. Donc, j'imagine que son mari avait capté ça d'elle. Je pense qu'il avait envie de faire une sorte un duo de choc, hein, où il utiliserait ses capacités intelligentes, d'empathie, de sociabilité, etc., pour lui-même aller vers lui où il voulait, c'est-à-dire par exemple dans les réunions où il invente un peu des trucs et où il espérait qu'elle allait le suivre et tous les deux ils allaient l'admirer, oui.
Voilà, hein, elle allait le pousser dans ce qu'il n'était peut-être pas capable de faire. Et comme elle est bienveillante à la base, il s'est dit c'est bon, elle est bienveillante, elle va pas me contredire. Du coup, on va fabriquer quelque chose. On sera plus fort à deux que moi tout seul. Et je pense que quand Lina commençait de ne pas vouloir le suivre, quand ça devenait complètement en dehors de la réalité, je pense que là, ça devait complètement le décontenancer. Et il est devenu de plus en plus rejetant. Mais j'ai plutôt l'impression qu'il avait un but, comment dirais-je, pas de la consommer pour la jeter, mais de la consommer en espérant qu'elle allait lui apporter ce qui lui manquait. Voilà ce qui m'est venu. D'accord. Et vous, Frédéric Fanger, qu'est-ce que vous en dites du témoignage de Lina? Alors moi, j'ai beaucoup apprécié aussi, bien sûr, le témoignage de Lina, qui est très précis. On voit bien ces gens qui sont suivis en thérapie, comme ils comprennent bien les choses. Entre parenthèses, c'est une publicité ambulante pour la thérapie, Lina, parce qu'effectivement, elle a parfaitement compris le problème. Et elle me permet de faire le lien avec la confiance en soi, parce que moi, au départ, je suis un spécialiste de la confiance en soi. Je me suis intéressé à la manipulation beaucoup plus tard. Et dans le livre, d'ailleurs, le livre qui s'appelle « Affirmez-vous face au manipulateur » a un sous-titre qui s'appelle « Pour retrouver confiance en soi ». Et moi, je pense que la thérapie de la manipuler, c'est une thérapie de la confiance en soi. Et on sent ça tout de suite. Et vous savez, quand on commence à dire « je me sentais coupable de tout », il me responsabilisait sur tout, il me disait coupable de tout, il y a souvent un lien entre la culpabilité et la confiance en soi. Donc ce que j'ai envie de dire là, encore, c'est que dans un cas comme ça, il faut très vite quitter le manipulateur et s'intéresser à soi-même. Et ce qu'on n'a pas encore dit, parce qu'on a surtout parlé de méthodes comportementales, mais on a des méthodes cognitives qui sont très importantes. Alors je vais le dire en termes grand public très simple, c'est que dans cette situation, à un moment donné, il faut se centrer sur soi et se dire qui je suis, moi, seul, en dehors de cette relation. Et à un moment donné, se dire, moi, je ne me considère pas comme la coupable que lui décrit, et lui, c'est peut-être pas uniquement la bonne personne qui m'a présenté à la rencontre. C'est à ce moment-là où on va remettre un petit peu en cause le manipulateur et on va se retrouver confiance en nous, on va se respecter nous-mêmes. Puisqu'il ne nous respecte pas, le manipulateur, il faut qu'on se respecte nous-mêmes doublement. Donc c'est vraiment quand on rehausse notre confiance en nous qu'on va pouvoir quitter plus facilement le manipulateur. Et c'est pour ça que c'est difficile de les quitter, effectivement, parce qu'ils jouent sur cette culpabilité. Merci. En tout cas, oui, pardon, allez-y Frédéric. Oui. Pardon. Non, mais c'est bon, c'était ça l'essentiel. Deuxième petit message, c'était le lien avec les valeurs dont on parle beaucoup dans le livre, puisqu'elle illustre ça avec la bienveillance et la gentillesse. Ce que j'ai envie de dire aux gens, attention, la bienveillance, ne la donnez pas systématiquement à tout le monde. D'abord, ne la donnez pas, la gentillesse et la bienveillance, à des personnes, donnez-la à des actes. L'autre doit mériter votre gentillesse et il doit la mériter au cours d'une relation durable d'une dizaine d'années, comme on parlait à l'instant, sur les actes qu'il aura envers vous qui nécessitent la gentillesse. C'est-à-dire qu'on peut être gentil avec une personne à un moment donné et pas à un autre parce qu'il sera plus gentil avec nous. Donc attention, l'excès de bienveillance, je ne veux pas dire que la bienveillance n'est pas une bonne chose, mais il faut savoir, il faut que l'autre la mérite. Eh oui, il faut pas donner de la bienveillance parce qu'on est quelqu'un de gentil, mais la donner parce que la personne le mérite. C'est toujours pareil, hein, revenir à soi, et je crois qu'on ne le dira jamais assez. C'est terrible parce que cette idée de revenir à soi dans notre société a encore un petit côté d'égoïsme, etc. Non, ce n'est pas de l'égoïsme que de revenir à soi. C'est parce qu'on est bien avec soi-même qu'on peut être justement bienveillant avec les autres. Alors, j'ai préparé un petit test pour savoir si on est avec une personne toxique. Donc je vous propose ce test tous les deux, puis vous me direz ce que vous en pensez. Alors c'est simple, vous comptabilisez les oui que vous allez dire à ces différentes affirmations. Vous avez tendance à vous sentir toujours en tort. Vous êtes plus fatigué qu'avant d'avoir rencontré cette personne. Vous ne voyez pas l'avenir de manière optimiste. Vous avez le sentiment de pas être très bien compris lors de vos échanges. Quand vous parlez, de toute façon, vous n'avez jamais le dernier mot. Il ne sait pas dire merci ni s'excuser et vous avez toujours tendance à être critiqué. Vous avez de moins en moins confiance en vous. Vous avez tendance à moins voir vos amis. Vous développez des maux du corps sans raison particulière. Il vous arrive même de renoncer à certaines de vos valeurs. Bref, vous vous sentez au fond très seul. Alors, si vous avez dit oui à plusieurs de ces affirmations, il y a de fortes chances que vous soyez en présence d'une personne toxique. D'accord ou pas d'accord tous les deux? Oui.
Bien sûr. D'accord. Je peux en ajouter un. Oui, bien sûr. Parce que là, c'est des choses assez négatives, mais il y a des manipulateurs qui sont encore beaucoup plus forts que ça et qui vont nous faire des yo-yo émotionnels, des ascenseurs émotionnels. C'est-à-dire que parfois, on va se sentir très bien et puis juste après, on va se sentir très mal avec eux. C'est d'ailleurs la première témoin d'aujourd'hui qui nous avait évoqué ce fait-là. Oui, ça c'est vrai. Ce yo-yo qu'ils savent nous faire, surtout au début de la relation. Enfin, pas tout au début, parce que tout au début ils sont des vrais princes charmants, hein, mais quelques semaines, mois après. Alors, on va continuer. C'est le scénario avec... qu'on dit, hein, après les promesses de la force, le fameux scénario à Paris qu'on décrit, c'est après la force d'accroche et des promesses, et ben on a des déceptions, et puis des nouvelles promesses, puis des redéceptions, etc. Et c'est ce mouvement de haut et de bas qu'il faut savoir repérer dans les relations manipulatrices. Absolument.